Bonjour, c'est Théo, bienvenue sur Swim Smart Tri Hard. Je suis coach de natation, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Chaque semaine, je te donne les clés pour progresser dans l'eau, sur terre et dans ta tête. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une légende de l'ultra-endurance, Pascal Piche. Il a terminé plus de 110 Ironman, battu des records du monde sur des formats complètement fous et il continue de s'entraîner, d'expérimenter et surtout de repousser les limites de ce qu'on pense humainement possible. Mais cet épisode, ce n'est pas juste un étalage de performance, c'est une plongée dans l'esprit d'un mec qui n'a pas peur de souffrir, qui préfère rater une nuit de sommeil plutôt que de rater un défi, et qui sait pourquoi il le fait. On parle aussi de psychologie, de motivation, de nutrition, de la fameuse fois où il a pédalé 8700 km pendant le confinement, et de ce que ça veut dire vraiment de ne pas abandonner. Ce qui m'a marqué dans cette première partie, c'est à quel point tout est une question de mental. Ce n'est pas l'entraînement en premier, c'est la tête, l'envie, et la capacité à tenir quand tout te pousse à lâcher. Je te conseille d'écouter cet épisode jusqu'au bout parce que Pascal donne aussi des conseils hyper concrets, notamment pour les triathlètes qui veulent passer sur du long, voire de l'ultra. Et ce n'est pas le genre de conseils que tu vas trouver dans un livre ou une vidéo YouTube. Alors que tu es en train de courir, de nager, de conduire ou de faire ta vaisselle, mets bien ton casque, ouvre grand les oreilles et laisse-toi embarquer dans le monde hallucinant de Pascal Piche. C'est parti. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien, merci. Ça va? Déjà, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir de visu et de pouvoir échanger avec toi Avec plaisir. parce que je te connais un petit peu, j'ai suivi un petit peu tes aventures au fil du temps, mais je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui n'ont malheureusement pas entendu parler de toi. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, du coup, je m'appelle Pascal Piche, je suis spécialiste de triathlon ultra-distance et j'ai été 5 fois champion du monde, je détiens 20 records du monde et je suis sur le circuit depuis 1990. C'est hier, quoi. D'accord. Voilà, ça fait un petit peu. Pour tout de suite mettre un cadre, triathlon ultra distance, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, tout le monde connaît le triathlon basique, celui qui est olympique, hein, courte distance, 1500 de natation, 40 vélo, 10 à pied. La distance Ironman aussi est assez connue puisque c'est comme ça qu'est né le triathlon. Là, c'est 3,8 km de natation, 180 de vélo, 42 à pied. Et l'ultra, bah en fait, ça commence au double à 2 fois la distance de l'Ironman, puis 3 fois, 5 fois, 10 fois, enfin voilà quoi, jusqu'à ce que mort s'en suive, je vais dire. Mais voilà, donc depuis 1990, je me suis spécialisé en ultra parce que j'y prenais plus de plaisir. Je trouvais que l'ambiance était meilleure, etc. Et j'aime bien le concept d'aller toujours un peu plus loin et d'aller toujours chercher un petit peu ses limites, quoi. Oui, c'est sûr que là, tu dois les tester. Tu parles d'un minimum de l'ultra endurance. Est-ce qu'il y en a un maximum ou- Alors, je vais dire le maximum, ça va être peut-être la folie des uns et des autres, mais moi, j'ai fait jusqu'à 13 Ironman d'affilée, c'est-à-dire toute la natation, tout le vélo, toute la course à pied. Et par exemple, l'année dernière, j'en ai fait 117 dans l'année. J'ai fait 3 DK, 3 DK, un quintuple, je crois, un triple, 2 doubles, et le reste en Ironman simple. Voilà, donc Voilà. Moi, j'ai fait une sortie vélo d'une heure, j'étais tout content. ouais. On va essayer de faire ça chronologiquement parlant. Déjà, comment toi, tu es rentré dans le milieu du sport? Comment tu as découvert le sport? Pas forcément le triathlon, mais le sport en Alors ouais, le sport, c'est pas tout jeune. En fait, quand j'étais gamin, enfin, avant que je naisse, disons, mon père a joué en équipe de France junior de foot, donc plutôt sportif. Il a été arrêté après par un accident de la route, donc il a arrêté sa carrière. Mais rapidement, il nous a mis au foot. Je devais avoir, je sais pas, 7 ans, quoi. Mais c'était pas la discipline qui me plaisait le plus. Donc moi, je me suis rapidement dirigé vers le judo. J'ai commencé en 74, donc j'avais 10 ans. Et, euh, et en 75, je suis champion de l'Essonne et champion d'Île-de-France. Et puis comme ça, ainsi de suite. À 15 ans, je suis ceinture noire. Et voilà, donc ma première discipline, c'est le foot, puis le judo où j'ai performé. Et puis après, j'ai touché à tout, cyclisme, handball,
basket, gymnastique, enfin voilà, un peu tout. En fait, j'aimais ça, le sport, donc j'y passais mes journées, quoi. Je veux dire, en dehors de l'école, je rentrais de l'école, je descendais à la cave, je m'étais fabriqué un espèce de local dans lequel je faisais des abdos, des pompes, des coups de poing, des machins. Enfin, j'étais fan de Bruce Lee et en fait, j'avais lu ses bouquins sur lesquels il expliquait sa façon de s'entraîner et j'avais pris tout un tas de trucs là-dedans et voilà quoi. D'accord. Et le triathlon en particulier, quand est-ce que tu as découvert ce sport? Alors, j'ai découvert ça après l'armée, euh, en 87 en fait. Je vois une affiche triathlon Épinay-sous-Sénart, donc c'était en région parisienne, avec des distances un peu bâtardes parce qu'à l'époque, c'était pas très très cadré quoi. En fait, c'était un peu des distances. Et je crois qu'il devait y avoir 400 mètres de natation, euh, je sais plus, une trentaine de kilomètres de vélo et 7 à pied. Ben, un truc comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, t'es bon cycliste. À pied, bah, pour le judo, je courais à pied puisque j'avais un niveau national, donc je courais beaucoup. Et natation, par contre, je nageais comme une clé à molette, donc je me suis dit, ça va être un peu galère, mais on fera au mieux, quoi. Je savais que sur 50 mètres, je nageais très vite, puisque je nageais déjà 33 secondes, je crois. Donc, j'avais fait une compète à l'armée où il fallait nager 50 mètres, donc j'avais performé. Mais au-dessus de 50 mètres, j'avais les épaules qui me brûlaient et je finissais en brasse, tu vois. Et j'ai dit, bon, allez, j'y vais. J'ai essayé. Je suis sorti dans les derniers de l'eau. J'ai fait un gros, gros vélo. Je suis revenu devant. Et en course à pied, bah, en fait, j'ai eu des crampes, les deux jambes tendues. J'arrivais plus à plier. Enfin, un truc de fou. Et j'ai dit, à partir de là, je vais me préparer, je vais m'entraîner. Et puis, je vais performer, quoi. Et puis voilà, en fait, c'est parti comme ça. Un truc de fou, quoi. Et donc le triathlon, tu as fait entre guillemets le parcours classique en termes de distance ou tout de suite tu t'es dit non, moi les petites distances entre guillemets, ça me suffit pas et je vais directement passer à l'ultra. Alors, la première année, j'ai fait donc cette distance-là. La deuxième année, je me suis inscrit dans un club. J'avais un pote qui était maître nage qui a commencé à me donner des conseils, à me faire beaucoup d'éducatifs, tout ça. Donc, j'ai commencé à nager un peu plus, je veux dire un peu mieux. Et cette année-là, j'ai fait un distance olympique, un moyenne distance. Donc, à l'époque, c'était 2,5, 80 et 20. J'ai fait Nice, qui était un longue distance. C'était pas encore Ironman à l'époque. Et j'ai fait Embrun, plus deux, trois petits trucs, tu vois. Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que sur le long, je me régalais, quoi. J'avais de bonnes sensations, etc. J'avais fini 13e français sur longue distance pour ma première année. Et puis voilà, donc ça me plaisait bien. Et donc là, on est en 88, je crois. Ouais, 88. Et en 90, pour le Téléthon, je vois Téléthon, tu vois, puis j'ai dit, tiens, je ferais bien un truc pour le Téléthon. Et j'avais lu un article dans Triathlète, qui s'appelait, enfin, à l'époque, c'était le magazine, Triathlète Magazine. Euh, et j'avais vu qu'il y avait un Français qui avait battu le record du monde des 24 heures, en fait, 8 heures dans chaque discipline. Et le Téléthon, ça dure 30 heures. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas 30 heures, 10, 10, 10. Donc, j'ai contacté ce mec-là qui vivait aux États-Unis, qui a été super sympa. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de mail ni rien, hein, donc j'ai envoyé un courrier aux US. Il m'a répondu et il m'a donné quelques conseils en me disant comment lui, il avait établi sa perf, comment il s'était préparé, tout ça. Et j'ai dit, allez, donc je suis allé voir la mairie, j'ai dit, tiens, je voudrais bien faire ça pour le Téléthon. Ils m'ont dit, ah, c'est un peu dingue ton truc, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va le faire. Je suis allé voir quelques sponsors, les mecs, ils m'ont pris pour un cinglé. Et puis bah, j'ai tenté, et puis j'ai explosé le record de l'autre, et puis c'était parti, quoi, en fait, voilà. Oui, surtout qu'à l'époque, alors je vais être honnête, hein, j'y étais pas, donc je sais pas, mais je me dis que il y a beaucoup moins de défis de ce genre à l'époque, que maintenant c'est un peu plus courant de vouloir repousser ce genre de limites. Oui, je pense qu'il y a ça. Et à l'époque, bah, tu n'avais pas de réseaux sociaux ni rien. Donc, en fait, la communication, c'était le journal local, c'était éventuellement France 3 ou M6. Enfin bon, mais ouais, c'était. En fait, tu savais pas trop ce qui se passait partout dans le monde, quoi.
tu voulais avoir un truc, t'envoyais un fax, enfin ça durait 4 plombs. Donc, donc mais oui, voilà. Ouais, c'est parti. En fait, c'est parti un peu comme ça, quoi. Et puis après, en avant, quoi. Alors pour les jeunes qui vont écouter un fax, c'est un peu le SMS d'avant, quoi. Ouais, si on veut, ouais. Parce que je suis pas sûr Un que... truc qui durait un quart d'heure, tu mettais une feuille, ça partait à l'autre bout du monde. Ou des fois, ça te réveillait en pleine nuit parce que le fax, il sonnait en pleine nuit, parce que le mec, il t'envoyait un truc du Mexique ou des États-Unis. Enfin bon, c'était une galère, quoi. On va essayer de voir un petit peu tes premiers instants en natation, parce que tu viens de sports complètement différents, très terriens. Comment toi, tu as vécu le côté clé à molette? Et est-ce que tu te souviens un peu les conseils que t'a donné ton maître nageur à ce moment-là? Ouais, alors, donc, comme je te dis, j'étais capable de nager très vite. Enfin, très vite. En Pour un force. nageur, ça. Ouais. 33 ou 50 pour un non-nageur, c'est pas mal, quoi. Ça, je Non, ne c'est savais bien. pas, je savais pas faire la bascule, donc je touchais le mur, je repartais. Enfin bon, et, euh, et donc je suis allé le voir en lui disant, écoute, je vais faire un triathlon, machin, tu peux me donner quelques conseils? Et il m'a dit, ouais, ouais, ok, pas de souci. Donc, bien sûr, on a commencé par des éducatifs, hein, toucher épaule, toucher tête, machin, rattraper, polo, etc., etc. Et il me mettait dans l'eau et puis bah je nageais, quoi, en fait, et tant qu'il me disait rien, je m'arrêtais pas. Et des fois les gens ils disaient: «Bah, il est où Pascal?» «Bah, je sais pas». Il regarde: «Ah merde, il est encore dans l'eau». Et en fait, moi, tu sais, je suis un peu bourricot. Tu me dis: «Fais ça», je fais ça, tant que tu m'arrêtes pas, je continue, quoi. Donc et rapidement, quand, j'ai préparé ce fameux défi-là, hem rapidement, j'ai nagé beaucoup. J'ai demandé à la mairie, donc qu'ils me donne la clé de la piscine, et tous les soirs, quand les clubs avaient terminé, vers 22h30, hop, je partais à la piscine, j'ouvrais la porte, j'y allais avec mon père. Lui, il surveillait et puis moi, je nageais, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà, quoi. En fait, le plus dur, ça a été de passer les premiers 500 mètres. À l'époque, je me souviens, ça brûlait les épaules, tu sais, et puis tu te disais: «Ah non, j'y arriverai pas». Et puis un jour, j'ai dit: «Putain, c'est bon, je fais 1000 mètres, ça va y aller». Et puis c'est passé. Et après 2000, le premier défi, je crois que j'ai nagé 27 ou 28 bornes en 10 heures, quoi. Donc pour un non-nageur, c'était plutôt pas trop mal, quoi. Oui, oui. Et je suis plus sûr qu'on puisse dire que tu es non-nageur Voilà, ouais. à un moment-là, quoi. Après, C'est j'ai nagé en club. catégorie. J'ai nagé en club, et j'ai fait 59-58 au 100, tu vois? Donc Bravo. c'était pas trop mal. Je faisais 1,3 au 100 papes. Donc Ah ouais, oui, pour un non-nageur, je disais, oui, oui. voilà. Par contre, je faisais très peu de brasses, pratiquement pas, parce que comme j'ai été opéré des genoux, j'évite, les ciseaux Ouais. de me déglinguer les genoux encore un peu plus. Donc je nage, pape dos crawl, et puis si je veux faire de la brasse, je mets le pull et je travaille que les bras, quoi. Que le haut du corps. Ouais. D'accord, donc beaucoup d'éducatifs pour créer tout ce qui est repères et rotation Ouais. des épaules. Et pour, est-ce que tu te souviens comment tu as travaillé la sensation des appuis aquatiques, qui est pas forcément évident à avoir et à ressentir? Est-ce que tu te souviens de deux trois éducatifs ou c'est à force de nager Ouais, je pense que que ça c'est à force de nager. Il y a un moment où j'ai eu un déclic où je sentais l'eau, quoi. Voilà, je sentais mes appuis dans l'eau. Et c'est vrai que quand tu nages beaucoup, moi, je faisais des semaines à 20 bornes pratiquement, quoi. Donc, pour un non-nageur, hein, sachant qu'il y avait le reste à faire. Euh, donc, rapidement, tu commences à sentir tes appuis, tu commences à sentir où tu vas sur la flotte, quoi. Enfin, ouais. dans la flotte plutôt. Alors tu les ressens si tu es concentré sur ce que tu fais? Parce qu'il y a Oui. des gens qui nagent et qui pensent à plein de choses, Ouais. et donc ça me met beaucoup plus de temps si on n'est pas focus sur, «Tiens, je fais ce mouvement avec les mains, qu'est-ce que ça fait sur mes mains, sur mes avant-bras, Ouais, ouais, ouais. sur mes épaules?» quoi. Et encore, j'ai jamais eu vraiment d'entraîneur très technique, hem, je sais qu'il y a du boulot encore, tu vois? Il y a des fois, je sais que je pousse pas assez loin parce que j'y suis pas concentré, je vais pas chercher assez loin devant, peut-être qu'il y a quelque chose à gagner sur, sur la poussée, enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais que, et là, en ce moment, je suis en train de complètement changer, ma manière de nager, parce que j'ai regardé un peu. Alors sur TikTok, l'avantage, c'est qu'on trouve plein de trucs, quoi. Il y a beaucoup de nageurs ou d'anciens nageurs qui donnent des conseils. Et il y avait une vidéo sur Phelps, justement, où ils expliquaient,
qu'il allait chercher, qui descendait l'épaule sous l'eau pour avoir un appui supplémentaire. Et depuis ouais, une dizaine de jours, je fais ça à chaque séance. Et bah, je sens, par exemple, que tu vois, au lieu de faire, j'en sais rien, 17 coups de bras, bah, j'en fais 14, quoi, tu vois. Donc, je prends vraiment mon temps, je vais chercher loin devant, hop, je pousse derrière, machin. Et, et ce qui prouve, même après, tu vois, après presque 40 ans, enfin 30 ans à nager, on peut encore changer sa manière de nager et on peut encore progresser, quoi. Ouais, oui, j'en parlais avec quelqu'un sur mon site Facebook qui disait que justement, on peut encore, ça prend plus de temps forcément parce qu'il faut déconstruire tout ce qu'on a Bah, appris c'est dans ça, notre ouais. vie Ouais, et de notre pratique, mais il faut toujours se remettre en question et travailler pour progresser un petit peu. voilà, ouais. Surtout quand après on va faire ce genre de distance où même si c'est un dixième sur une longueur, faut Ouais, ouais, ouais. répéter Ouais, ce qui est sur important, 10 heures. c'est que si tu peux économiser 4 coups de bras sur 25 mètres, bah, sur 100 mètres, ça fait déjà ça fait 16, quoi. Hein, et sur 38 bornes, bah, Ça c'est plus fait la même. Donc c'est mais ouais, c'est bien. Mais voilà, c'est bien aussi de chercher à se remettre en question. Alors tu perds en vitesse parce que je fais plus beaucoup de séries, tout ça. Je fais beaucoup de séries en jambes parce que j'aime bien. J'ai un peu des jambes de hors-bord, tu vois. Donc, je travaille pas mal de jambes, mais voilà, là, je reprends. En plus, j'ai repris en janvier, j'ai été blessé. Donc, pour le moment, je fais pas beaucoup de séries, mais de toute façon, dès que tu refais des séries, tu as tendance à reprendre tes défauts. Tu veux aller vite et Ouais, tu bouffes un peu ton mouvement. Enfin, bon, donc c'est compliqué quand tu es tout seul. Tu personne pour te dire, hep, 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 fais attention, ouais. fais gaffe, quoi. Ouais. Mais bon. Mais c'est sûr et c'est, ce qui est dur en natation et puis dans plein d'autres sports, hein, c'est, quand on travaille un point technique précis et qu'on va chercher dans le détail, il Hein. faut, accepter de, entre guillemets, «régresser» en allant moins vite et en étant un peu plus concentré pour pouvoir après, s'améliorer et c'est sûr que mentalement, c'est pas tout le temps évident de se dire, «Allez, le prochain trimestre, je nage plus doucement, mais c'est pour du bon, quoi». Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, à l'époque, j'ai lu un bouquin qu'avait écrit Alexander Popov, là, qui était champion olympique sur 100 mètres, où il disait pour nager vite, il faut nager doucement. Et en fait, j'ai enregistré ça. Et souvent, quand je prépare des mecs ou n'importe quoi, je leur explique toujours que pour nager vite, il faut d'abord nager doucement, quoi. Si tu fais tes mouvements n'importe comment, tu nageras jamais vite, en fait, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai D'accord. appris à me remettre en question et à travailler différemment. Et c'est bien, d'ailleurs. Ça permet d'avancer. Et ce qui fait que tu as une carrière sportive, plutôt longue et plutôt intense en Ouais. plus. Mm. Justement, tu parlais que tu revenais de blessures. Tu été marqué par les blessures au fil de ton parcours ou pas? Alors, un petit peu au début, un petit peu au début parce que bah, souvent tu te lances dans ce genre de truc, euh, t'es peut-être pas bien chaussé, t'es peut-être pas passé chez un ostéo, enfin, tu vois, tu peux avoir un problème de bassin. Et au début, j'ai eu un petit peu des problèmes de genoux, tendinite à répétition, etc. Et en fait, tout de suite, je me suis entouré de gens compétents. Et depuis, ça va faire je sais pas, 25 ans que je me suis pas blessé. Bon, là, cet été, je me suis blessé, mais comme un couillon, en fait, en sortant de la douche, j'ai glissé, je me suis explosé le genou et je me suis arraché les ligaments postérieurs, tu vois. Donc, Ah oui, pas semblant. ouais, donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Donc, en fait, je me blesse pas vraiment. Alors après, il y a une usure, hein, faut pas rêver. Quand tu fais des milliers et des milliers de kilomètres en courant sur du bitume, à un moment, les genoux et voilà, il- ça se refabrique pas, hein, le cartilage. Mais bon, après, on apprend à vivre avec et puis c'est tout. Mais pas de enfin pas de blessure due à la compète, quoi. Pas de tendinite aux épaules, aux genoux, ou, au coude, je ne sais pas. Enfin voilà, quoi. Tu vois, ça, je touche du bois. Pour le moment, ça tient. Oui, et c'est sûr qu'on sous-estime l'importance de s'entourer de Oui. personnes compétentes et professionnelles, mais quel que soit le niveau, même si on prépare un marathon ou Ouais. juste une pratique régulière. Aller voir une fois le médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme, une fois un kiné pour faire un petit check-up et d'y aller régulièrement. Ajouter à ça une progressivité dans l'entraînement et dans les charges, dans les intensités,
ça évite beaucoup de blessures. Et t'en es la preuve, si en autant de temps, tu t'es quasiment jamais blessé à cause du sport, ça montre que c'est possible, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est possible, mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer. Heu, Tu vois, hein, le truc con, moi, au début, j'ai une jambe plus courte que l'autre et ça, on le savait pas et en fait, c'est pour ça que j'avais toujours, des déséquilibres du bassin, donc le genou compensait. C'est pour ça que j'avais des et un jour, je fais un stage, je tombe sur une podo, on discute, on rigole, elle me met sur la table, elle me dit: «Mais c'est quoi cette tendinite?» Alors je lui explique. Elle me dit: «Je vais te mesurer comme ça les jambes juste pour voir et puis en fonction, tu iras passer une radio» et elle me dit: «Moi, je vois au moins 1,5 cm d'écart», tu vois? Elle me dit: «Donc tu vas quand le stage est fini, tu rentres, tu vas passer une radio en charge et assis et on voit» et effectivement, il y avait 2 centimètres, quoi. Donc elle m'a fait une semelle et de là, on a tout rééquilibré et au bout de, je sais pas, une dizaine d'années, j'ai enlevé la semelle et depuis, j'ai plus jamais eu de problème, quoi, tu vois? D'accord. Donc ça part des fois de pas grand-chose, quoi. Est-ce que depuis, t'habites en montagne pour justement avoir cet équilibre des 2 centimètres avec la pente pour équilibrer? Non. J'habite en bord de mer. Donc, mais ouais, ouais, non, mais enfin voilà, c'est des trucs basiques, auxquels il faut faire attention, quoi. Ouais. Donc tu parlais de repousser les limites sans cesse. Je sais que moi, quand je finis un projet, un objectif, quel qu'il soit, j'ai un petit créneau de 2, 3 jours où je me dis, ça y est, c'est fini, je souffle. Et très vite, je me pose la question, et maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, bah oui, on est tous Est-ce pareils. que tu as la même? Comment tu le vis toi? Bah, en fait, moi, alors, mon premier défi, donc, c'était 30 heures. Aujourd'hui, j'en suis à 117 Ironman dans l'année, tu vois? Donc, ça veut dire que j'ai toujours, augmenté augmenter le jeu, augmenter la target parce que je me vois pas refaire un truc que j'ai déjà fait, c'est pas un intérêt, ça a pas d'intérêt. Heu, je me vois pas faire un truc que 30 personnes ont déjà fait parce que ça a aucun intérêt. Heu et en fait, j'essaye toujours d'aller chercher plus loin et dans la mesure du possible, j'essaye de coupler ça à de la recherche médicale. Par exemple, tu vois, avec l'INSEP, j'ai un pote qui est chercheur à l'INSEP, et lui, bah, souvent, il fait des études quand je fais un truc sur le sommeil, sur, la récup, l'alimentation et cetera et cetera et hem et puis, bah, ça permet d'avancer, quoi, parce que les gens souvent ils se disent: «Ah non, je suis pas capable de faire ça», mais en fait, si, tout le monde est capable, enfin tout le monde, ouais, tout le monde à peu près est capable de faire, n'importe quoi sauf qu'il faut se faire confiance, quoi et ça, c'est Oui, un peu mon point fort, hein, voilà. et puis il faut le faire intelligemment aussi. En C'est plus, pas, ah ça, c'est clair. tiens, la semaine prochaine, je vais faire 117. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. C'est avec toujours cette idée de progressivité et d'être entouré de gens Oui, oui, compétents ouais, dans tous les domaines compétent, ouais, ouais. Ok. Ton premier double, tu as commencé par un double Ironman, le tout premier ultra? Non, j'ai fait donc mon premier truc, c'était le 30 heures là et l'année d'après, j'ai fait un 6 Ironman. Donc j'étais quoi déjà? Ça devait faire 24 de natation, 1 080 de vélo et 253 à pied, je crois, un truc comme ça. Ouais et à l'époque, ça avait jamais été fait. Je l'ai fait en plein hiver, donc c'était une putain de galère, en région parisienne, donc imagine. Hem Ah oui, tu cherches pas la et facilité. Ouais, non, j'ai pas cherché la facilité et 2 ans après, j'ai fait un 13 Ironman. Donc en fait, j'avais pas encore fait de double que j'avais déjà fait un 13, quoi et après je suis redescendu sur des distances entre guillemets «un peu plus courtes» en rentrant sur le circuit, de la fédé internationale, heu parce que c'est un budget. En fait, j'aurais pu commencer par là, mais le problème, c'est que c'est toujours des budgets de fou. Tu parcourir, en Équateur, aux États-Unis, au Mexique, en Russie, et cetera, bah, il faut de la thune, quoi et puis tu Ouais. pars pas tout seul. Si tu fais un double, il te faut une équipe d'assistance donc ça veut dire qu'il faut financer le déplacement des gens parce que déjà, souvent, ils viennent bénévolement. Si en plus, tu leur dis qu'il faut qu'ils payent leur billet d'avion et leur hôtel, ça va pas, enfin, ça le fait pas, quoi. Donc il faut trouver des budgets, donc c'est un peu compliqué. On est en France, hein, je le rappelle. Si on était russe ou américain, bah, ça serait pas la même chose, mais en France, si t'es pas footballeur ou tennisman, c'est même pas la peine
Ouais, ça, voilà. Maintenant, d'ailleurs, enfin, je l'ai remarqué plusieurs fois et ça me gonfle d'ailleurs. Quand tu vas voir un sponsor, le mec, il te dit pas c'est quoi ton palmarès aujourd'hui. Il te dit t'as combien de followers sur Instagram et sur Facebook et machin. Ouais, c'est bien, ça c'est la vie virtuelle. Mais la vraie vie, si tu donnes des thunes à un mec pour qu'il fasse un truc, bah t'as envie qu'il réussisse, quoi. C'est bien. Ah oui, il est vu. Ah ouais, super. Il devait faire 10 jours. Finalement, il a abandonné au bout de 3, mais il y a des vues. Ouais, il y a des vues, mais c'est un baltringue, quoi. Donc, euh, donc ouais. Enfin, donc, c'est compliqué, mais D'ailleurs, voilà. j'en profite, vous qui écoutez, il faut vous abonner justement parce que quand je vais voir des partenaires, j'ai pas assez d'abonnés et je pèse rien. Ça, Ouais, ouais, bah, c'est sur ça. l'email que je propose, ça a aucune force parce que j'ai pas assez d'abonnés. Donc j'en profite, abonnez-vous. Ouais, ouais. On va, Abonnez-vous à moi aussi. Enfin, comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Parce que c'est vrai que, ouais, voilà, c'est souvent ce qu'on te dit, quoi. Ah, tu fais des trucs de dingue, mais t'as que ça comme abonné? Bah, ouais, j'ai que ça, ouais, ouais. Parce que c'est un métier. Enfin, je veux dire, même si j'essaye d'être présent sur les réseaux, etc., euh, moi, je vends pas du vent. Enfin, tu vois, je connais pas mal de gens qui sont influenceurs, entre guillemets. Euh, En fait, ils vendent du vent, quoi. C'est des trompettes. Mais eux, ils trouvent des sponsors, ils ont des followers et tout ça. Mais ouais, bah nous, enfin, moi, je vends pas de vent, tu vois. Je dis, bah tiens, je vais faire ça et je le fais, point à la ligne. Je raconte pas des conneries. Enfin, je conseille pas aux gens des trucs que je suis pas capable de faire. Enfin, tu vois. Voilà, il y a des fois, tu envoies, ah, je suis coach en présentation, machin. Ouais, mais le problème, c'est que tu as les cheveux gras, quoi. Tu laves tes cheveux, puis après, tu viendras faire. Enfin, tu vois, tu peux pas donner des conseils à des gens si tu sais pas, quoi. bah ouais. Bah voilà. On va faire un petit focus sur du coup ton premier 6 Ironman, Ouais. surtout sur la préparation. Alors déjà, est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel tu étais moral quand tu te lances dans cette aventure? Est-ce que tu as peur, tu es excité? Comment ça se passe de se lancer dans ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai organisé ça à l'époque, j'avais deux, trois potes qui m'aidaient, mais en fait, je gérais tout. Donc, il fallait gérer l'organisation, la recherche des sponsors, les démarches, les courriers, les bidules, les trucs, les machins, l'entraînement et le boulot, puisqu'à l'époque, j'étais flic à Paris. Donc, il fallait bosser 41h20 par semaine, s'entraîner 30 heures, faire le boulot du truc. Enfin, c'était la folie, quoi. En fait, donc, j'arrive sur l'événement. Je suis focus sur l'événement, mais j'ai pas de stress parce que j'ai pas eu le temps de stresser, en fait, puisqu'il y a T'étais tellement de emporté boulot à par le faire truc, ouais. que t'as pas le temps. Et pour moi, et ça a toujours été mon point fort, en fait, quand je me lance dans un truc, euh, je me prépare psychologiquement en même temps que physiquement pour que au moment où je vais démarrer le défi ou la compète ou machin, je suis focus sur l'arrivée avant même d'avoir commencé et je suis focus sur ce que je vais faire. Donc, j'ai aucun doute. J'ai pas de doute sur moi, je vais avoir plus des doutes sur les autres, mais j'ai pas de doute sur moi. Je sais que si je m'attaque à un truc, je vais arriver au bout. J'ai jamais, enfin, tu vois, je me suis attaqué à 20 records du monde, j'ai battu les 20. À aucun moment, euh, j'ai abandonné ou j'ai pas été au bout, etc., quoi. Ça, je connais pas. Enfin, ça fait pas partie de. Donc, en fait, le travail psycho, il est aussi important que le travail physique, quoi. Sur ce genre d'épreuve, au moins. Et je suppose qu'en termes d'organisation, ça te prend un temps fou. En termes d'entraînement pur, à quel moment tu commences ta préparation pour cet événement? Combien de mois en amont? Alors, à l'époque, euh, on est en 1991, hein, quand je fais 6 Ironman. Les données d'entraînement, elles sont complètement archaïques. C'est plus tu t'entraînes et plus tu es fort, en gros. Donc, tu t'entraînes 7 jours sur 7, deux disciplines par jour, des fois trois. Enfin bon, ouais, c'est n'importe quoi, quoi. En fait, je me levais, donc comme je te disais, j'avais les clés de la piscine. Donc je me levais quand je bossais, par exemple, je commençais à 5 heures, enfin je prenais mon train à 5 heures. Je me levais à 3h30, je partais à la piscine, je nageais de 3h45 jusqu'à 4h45.
je m'habillais, je fonçais à la gare, je prenais le train, j'arrivais au boulot, je faisais ma journée de boulot, je rentrais, bing, je reprenais mon vélo, je repartais. Enfin bon, voilà, en fait, c'était des journées de dingue. Aujourd'hui, c'est plus, enfin, je vais dire plus cool parce que je me connais par cœur et je sais ce que je dois bosser, ce que j'ai pas à bosser et j'ai plus besoin d'en faire autant. J'ai confiance en moi maintenant. Avant, t'avais pas confiance, t'avais l'impression qu'il fallait en faire pour, alors que finalement, il faut travailler ses points faibles et entretenir ses points forts. Voilà. C'est une peur que beaucoup de coureurs ont ou nageurs. Plus ils se rapprochent d'un événement, plus ils se disent mince, j'ai pas assez couru, j'aurais dû faire plus. Ouais, ouais, c'est souvent le problème. Ouais. Mais en fait, s'ils s'écoutent un peu plus et qu'ils ont un peu plus confiance en eux, ça va le faire, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Alors le problème, par exemple, il y a des sports comme la natation euh, où les gens nagent beaucoup parce qu'il y a une histoire d'appui, etc. Et c'est vrai que si tu nages pas pendant 3 jours, tu as l'impression que tu n'as plus d'appui. Enfin, tu es un peu perdu dans la flotte. Mais c'est beaucoup. Enfin, j'ai la fille d'une collègue avec qui je donne des cours de sport. Elle est nageuse. Elle a 12 ou 13 ans, la gamine. Et elle nage déjà, je sais pas, 2 heures par jour. Enfin, tu vois, 6 jours sur 7, quoi. Et je me dis, tu vois, et quand ils font des stages, elle nage 4 heures par jour. Enfin bon, je me dis, si à 12 ans, elle nage 4 heures par jour, à 18 ans, elle va nager combien? 8 heures par jour? Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, faut pas être débile, quoi. Mais Non, bon, c'est encore un sport qui reste, voilà. Le cyclisme a un peu changé pour ça. Avant, les gars faisaient beaucoup de bornes. Je me rappelle, il fallait faire 500 bornes dans la semaine pour courir le dimanche, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de travail spécifique et on fait beaucoup moins de bornes, beaucoup moins d'heures de vélo. Il y a beaucoup plus de spécificité dans le travail, quoi. Et on avance un peu sur les méthodes d'entraînement, quoi. Oui, oui, on tient beaucoup plus compte maintenant du kilomètre à vie, de tout ce qu'on a fait et qui s'accumule et Oui, de toute l'expérience oui. Ouais, qu'avant. parce que le cerveau et le corps ont une mémoire. Et ce que tu as fait un jour, il est capable de le reproduire 10 ans après. Parce que bah, et voilà, il a été formaté pour ça, quoi. Ça reste toujours dans un petit coin de l'ordi là-haut Oui. et pour le coup, tu vois, moi, quand j'ai fait mon premier DK, on m'a dit maintenant ton cerveau il a une mémoire et tu seras toujours capable de le refaire, quoi. Et l'année dernière, j'en ai fait 3 dans l'année, donc voilà, le plus dur c'est de pas dormir en fait, mais le cerveau a une mémoire et tout ce que tu as fait par le passé, il l'a enregistré, il est capable de le reproduire, quoi. Ouais, j'ai 36 ans et je me souviens encore des déclinaisons de latin que j'ai appris en cinquième. Voilà, ouais, bah Je m'en c'est ça. suis jamais servi. Donc, Ouais, ouais, oui, mais bon, tu les as en tête. Ah, ouais. voilà. Justement, le sommeil, c'est une partie importante de ce genre de projet. Comment tu t'entraînes à pas Alors, dormir? euh, au début, bah, en fait, je m'entraînais beaucoup, jour comme nuit, donc en fait, ma préparation, c'était un peu ça. Euh, et quand, euh, quand je sortais avec des potes, par exemple, le samedi soir, tu vois, on rentrait à 6 heures du mat, eux, ils partaient se coucher et moi, je prenais mon vélo et je partais à l'entraînement. En fait, il faut toujours travailler un peu sur la fatigue pour habituer ton corps à être en dette de sommeil et être capable de combattre le sommeil, justement, tu vois. Je sais que quand je gagne mon premier championnat du monde, donc sur DK, euh, les 36 premières heures, j'ai pas dormi. Tu vois, je suis sorti premier de l'eau, j'ai attaqué le vélo et j'ai roulé plein pot jusqu'à à peu près 36 heures. Alors, je dis 36 heures de course, mais en fait, on était debout depuis le matin. Ça avait commencé à midi, je crois. Donc, tu avais ton début de journée quand même déjà qui avait Ouais. été fait. Donc, sans dormir, ouais, ça faisait plus de 45 heures, quoi. Mais Et j'ai des chances que la nuit, elle n'ait pas été extrêmement ouais, faite. Enfin, les veilles de nuit, les veilles de course sont généralement des mauvaises. ouais, si ça va. Moi, alors moi, j'ai vraiment de la chance pour ça. Je peux dormir. Bah, comme un bébé, hein, il n'y a pas de stress en Ah oui. fait. Donc ça va, je dors toujours bien, donc j'ai pas de dette là, de sommeil. Et puis après, bah ouais, c'est de la gestion, quoi. Par exemple, sur un DK,
tu dors à peu près 2 heures par 24 heures, quoi. Donc sur 8 jours, c'est pas beaucoup, hein. Au bout du compte, je peux te dire que à la fin, et c'était d'ailleurs l'anecdote que je raconte souvent, sur la dernière nuit, je courais, donc c'était une boucle de 2 kilomètres sur laquelle on courait. Et, et quand je passais au stand, je disais à mon toubib qui était là, je disais, putain, Patrick, il y a des dragons dans les arbres là-bas de l'autre côté et tout ça. Et il me disait, mais non, c'est ton esprit. Il dit, si, si, viens avec moi, je te jure, il y a des dragons et tout. Enfin, tu vois, je délirais complètement parce que, en fait, le manque de sommeil te fait partir à délirer, quoi. Et pour rebondir sur le manque de sommeil, est-ce que pendant la course, il y a ton staff ou les directions de course qui vérifient que tu es encore lucide pour courir? Parce que je suppose que très vite, ça peut être dangereux si jamais Ouais, tu as cette alors, lucidité-là ou pas besoin normalement, les gens sont assez intelligents, je vais dire, pour, euh, pour sentir par eux-mêmes qu'il faut dormir. Tu vois, là, quand j'ai commencé à avoir des dragons, j'ai couru encore 1 heure ou 2 et après, je me suis allongé sur le banc dehors, ouais, en plein air et j'ai dormi quoi, 40 minutes allongé sur le banc en vrac et puis je suis reparti quoi. En fait, il faut pas grand-chose. Après, ton organisme, il suffit juste que tu lui donnes un cycle de sommeil d'une quarantaine de minutes ou une cinquantaine de minutes et il est capable de récupérer comme si tu avais dormi 8 heures, quoi. Mais il faut pas les rater, les cycles. Si tu les rates, bah, c'est pas bon, quoi. Donc, il faut Donc, pas les rater, il faut se connaître pour savoir quelle est la durée de voilà. Ouais, c'est cycladie. ça. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais, c'est un travail, ça, ouais. C'est un entraînement. Donc, Mais de toute ouais, façon, on a fait une recherche avec l'INSEP là-dessus, justement. Euh, et on l'a fait il y a 2 ans ou 3 ans. Euh, et malgré mon expérience, donc j'avais plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, j'ai appris que finalement, entre 4 heures et 6 heures du matin, mon corps est inapte, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je peux pas être performant à ce moment-là puisque je suis en cycle de sommeil inversé, c'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi. Entre 4 heures et 6 heures, je serai jamais efficace. Donc, bah, on essaye maintenant quand je dois dormir, c'est c'est tout entre propre. 4 et 6, quoi. Voilà. Parce que ça sert à rien que je dorme entre minuit et 2 heures du mat, ou à un moment où je suis efficace. Même si je vais dormir 2 heures, quand je vais repartir à 4 heures, bing, je ferai une hypo. Enfin, souvent, j'ai fait des hypoglycémies parce que quand le jour se lève, en fait, donc, euh, donc ça, il faut le savoir et tu l'apprends sur le terrain. En fait, c'est en prenant des cartouches que tu apprends. Ça, malheureusement. Mais on parlait de l'entraînement sommeil et tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, l'entraînement, il y a deux utilités, pardon. D'abord, vivre ce qu'on va potentiellement vivre le jour de la course pour pas avoir de surprise, justement, ce manque de sommeil, se faire fatiguer. Et deuxièmement, c'est ce que tu disais, que ton corps, il apprenne à combattre les différents coups durs, quoi. Tu as eu le sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'effrayaient un petit peu et du coup, tu as un peu plus axé sur ton entraînement? Ou c'était ça le gros point? Alors, l'alimentation, parce que c'est essentiel. Ouais, Et, ouais, et finalement, donc quand tu commences ta carrière, bah, je répète, on est en 1990, donc tout est archaïque. Tu bouffes n'importe quoi, les barres sucrées, les machins, les trucs, et puis finalement, au fil des années, bah, tu t'aperçois que tu es complètement à côté de la plaque, même si tu étais efficace, hein, voilà. Mais tu t'aperçois que tu es à côté de la plaque. Tu changes complètement ton alimentation, tu changes complètement les ravitaillements durant la compète et tout le cirque. Et finalement, en mangeant que du salé, sans manger de sucre et tout ça, bah, tu es 2 fois plus performant que quand tu bouffais du sucre parce que en fait, ton organisme, il sature à un moment, le sucre, il n'en peut plus et ça fonctionne pas. Alors que si tu manges différemment, euh, au moment où tu vas amener un petit peu de sucre à ton organisme, bah lui, il va l'utiliser plein pot. Et tu sais, quand on était môme, je me rappelle, j'avais des copains, ils mettaient de l'éther dans le moteur de leur Solex, tu sais. Et en fait, ça boostait le Solex. Et ben le sucre, c'est un peu ça. En fait, il faut le garder pour les moments vraiment où tu en as de vraiment shot. besoin. Voilà, ça veut dire que ton corps, il est capable
de fonctionner avec n'importe quoi. Il suffit juste de le préparer à fonctionner avec n'importe quoi. Et ça, c'est D'accord. fou. Donc ça veut dire que, est-ce que en amont de la compétition, tu remplis tes réserves quand même de glucides, ou au contraire, tu es assez neutre pour avoir ce shot de glucides Ouais, en important? fait, je remplis pas spécialement. Alors, je vais te donner un exemple. En 2009, je fais le Tour de France cycliste. Je pars, c'était départ Monaco, arrivée Paris, bien sûr. Je pars 2 semaines après les coureurs, 15 jours après, on est d'accord? Et j'attaque le même parcours qu'eux, exactement les mêmes étapes, et cetera, 2 jours comme de nuit, et j'arrive 3 heures avant eux à Paris. Attends. 21 é Sans- 21 étapes. Ouais. Hem, Mais toi, tu le fais sans trop t'arrêter. Alors Bah, que en ils fait, font- par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple, tu as une étape, c'est, Perpignan-Nîmes, et l'étape d'après, c'est, Marseille, Pataouchnok. Ouais. Je fais Perpignan-Nîmes. À Nîmes, on monte dans la voiture, je dors dans la voiture en allant à Marseille. À Marseille, je ressors et bing et je repars, et cetera, et en fait, D'accord. Enchaîne les étapes. ouais, j'enchaîne les étapes de jour comme de nuit. Les descentes de col à 95 à l'heure, en pleine nuit, je peux te dire que c'est kiffant. Mais voilà. Et donc, avant le départ, je me blesse. En fait, je fais une émission de télé avec Gérard Rolls sur le Tour de France, et je me prends le pied sur un passe-câble là, et je me tords la cheville. Putain, je dis: je peux pas ne pas partir, c'est pas grave», et en fait, j'avais une tendinite du tendon d'Achille. Donc c'était grosse galère, j'arrivais pas à me soigner. Le mec qui me suit, le diététicien me dit: «Le soir, tu manges le plus léger possible, que des légumes, pas de glucides, une protéine éventuellement, pas de glucides», et en fait, j'ai fait 21 jours quasiment sans bouffer de glucides. Ça veut dire que ton corps est capable de faire 3000 bornes avec 25 cols de première catégorie, de deuxième catégorie, enfin le Tour de France, quoi, hein, voilà. Avec le passage au Ventoux, enfin tous les grands cols, la Colombière et tout le cirque, sans manger de glucides ou très très peu. Et ça veut dire que ton corps est capable de fonctionner, bah, avec des protéines et avec des légumes, quoi, et des fruits. Donc en fait, on est une machine extraordinaire. Le truc, c'est que les gens ne le savent pas, quoi. Oui, parce que surtout que ça, enfin, avoir un apport régulier en glucides, enfin, on entend parler partout, tous Oui, les ah ouais, entraîneurs parlent mais ça se dessus, vend et bien. puis, C'est ouais, ça se vend bien. Manger des bars machin à 3 € la barre, ouais, sur un Ironman, il vous en faut au moins 15. Bah putain, ça fait cher, oh, hein, tu vois? Alors que finalement, un bout de pain avec du jambon, c'est aussi efficace, quoi, ouais. Et c'est plus appétissant, en et plus. c'est plus appétissant. En plus, tu te régales, ouais. Donc parce qu'il y a aussi ça, il faut que psychologiquement, tu te fasses plaisir par moment, quoi, tu vois? Donc, tu travailles le sommeil, tu travailles la nutrition. Au plus haut de ton entraînement, tu fais combien d'heures de sport par semaine pour pouvoir faire ton 6 Ironman? Alors à l'époque, je faisais fort quand même, je pense qu'il y a des semaines où je faisais 35 heures, quoi, facile, quoi. Ouais. Plus le boulot, enfin, c'était des semaines de dingo, ouais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça, tu vois? Si je fais, 20 heures, 25 heures dans la semaine, c'est vraiment grand, grand max, quoi. C'est parce que j'ai fait des grosses sorties de vélo ou machin, mais voilà, avec l'expérience, il y a plus besoin de ça, quoi. Ouais. Et à l'époque, c'est structuré dans tes zones d'intensité, ou pas du tout? C'est Très j'y peu. vais comme. Non, très peu. Bon, en natation, oui, je nageais en club, donc il y a du travail, d'intensité, ouais, de série, et cetera. À vélo, je sortais souvent tout seul, donc très peu de travail d'intensité. Je faisais quelques courses le week-end, j'avais signé dans un club, donc il y avait un peu d'intensité le dimanche, tu vois? Samedi, dimanche, et à pied, je faisais beaucoup d'endurance, très peu de résistance. En fait, j'avais commis l'erreur de penser que je savais pas courir vite, et donc je m'entraînais qu'en endurance, et un jour, j'ai un pote, un petit jeune qui avait au moins, je sais pas, 15 ans de moins que moi,
Il vient en stage à la maison et il me dit: «Viens, on va sur la piste, on va faire des séries». Je dis: «Oh, séries, ça sert à quoi? J'avance pas». Il me dit: «Si, si», il me dit: «J'ai 10 fois 400 à faire, tu les fais avec moi». Je dis: «Tu les fais avec moi?» et je dis: «Tu les fais en combien?» Il me dit: «Une 20». Putain, une 20, faut courir quoi déjà, tu vois? Bon allez, j'essaye, je m'accroche, je me mets dans ses pieds. On en passe un, 2, 3, 4, 5, et puis finalement on a fini en une 15 et puis ça passait bien quoi. Donc après j'ai travaillé un peu plus en intensité et quand j'ai préparé le marathon de Paris, l'année où je passe sous les 3 heures, on avait fait 20 fois 400, le plus lent en 1,17 et le plus rapide en 1,7 je crois. Le dernier, tu vois? Parce qu'en fait, je finis toujours en négatif, si tu as bien travaillé, tu dois être capable de finir en négatif, quoi. Si tu finis cramé, c'est que tu as pas bien bossé. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Un bon moyen de savoir si on a bien fait notre série, c'est que les temps ils Ouais. réduisent et qu'on pourrait pas faire plus de répétitions que ce qu'on a fait. Voilà, ouais. Donc, si ces deux indicateurs sont là, c'est-à-dire que la séance est réussie, qu'elle a bien été faite et bien été écrite aussi, parce que ça joue aussi. Ouais, ouais, Donc, bah, ouais. toi qui as connu le pas structuré et le structuré avec travail dans les différentes zones d'intensité, qu'est-ce que ça apporte justement de structurer un peu l'entraînement? Bah, déjà, quand tu le structures, tu pas besoin d'en faire autant. C'est l'avantage, c'est que quand on travaille dans des zones d'intensité, finalement, en termes de volume, tu fais moins, quoi, hein. Donc si tu en fais moins, tu es moins fatigué, et et paradoxalement, tu progresses, tout autant, quoi. Donc ouais, c'est quand même un vrai plus. Enfin, on a quand même bien avancé par rapport, aux années 80-90, sur l'entraînement, quoi. Je reviens tout à l'heure, tu parlais qu'en course à pied, tu faisais des boucles de 2 kilomètres Sur le DK, ouais, ouais. sur le DK. Mmh. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est bien, parce que comme ça, tous les 2 kilomètres, je suppose que tu vois ton staff, et du coup, Mmh. ça doit booster un petit peu. Ou est-ce que c'est compliqué parce que tous les 2 kilomètres, tu as l'occasion de t'asseoir et de plus bouger, quoi? Alors moi, je m'arrêtais, dans la mesure du possible, je m'arrêtais jamais. Enfin, je m'arrêtais jamais. Je m'asseyais jamais. Ouais. Je m'arrêtais, je buvais un coup, hop, je mangeais 2 amandes, 3 cacahuètes, enfin peu importe, hop et je repartais. Le problème, c'est que, le circuit, la route était un peu bombée comme ça, tu vois? Et donc tu cours au plus court et le problème, c'est qu'en courant sur une route bombée, je m'étais complètement explosé la cheville, quoi, parce que voilà, le corps est pas à l'équilibre et en fait, enfin, l'idéal aurait été de courir, un petit peu plus à gauche et au milieu de la rue, pour avoir, enfin, mais ça, tu l'apprends au fur et à mesure, quoi. Là, tu te dis: «Bon allez, je vais gagner, 10 mètres, ou 20 mètres par tour», ouais, c'est important, sauf que tu te blesses, quoi et donc De toute façon, c'est toujours cet équilibre entre ce que je gagne d'un côté, il faut pas que je le perde de l'autre. voilà. Mais il Waouh faut le savoir. Et c'est sûr que quand tu cours à ce moment-là, et ouais, mais bon. tu, quand tu t'entraînes du coup pour le DK, dans ta tête, tu pars sur une épreuve qui va durer combien de temps? Alors moi, je voulais battre le record du monde. Tant qu'à faire. Ouais, c'était mon premier, mais je savais que je l'avais dans les jambes. Heu, donc je partais pour faire moins de 8 jours et j'ai fait 8 jours, 3 heures, 27 minutes et 26 secondes. En fait, je me suis fait voler alors on est au Mexique, hein. Heu, inutile de dire qu'au Mexique, c'est des truands, ça, il y a pas besoin de le dire, on le sait. Le président de la fédé était mexicain, et le mec qui était derrière moi, c'était un Mexicain aussi. Et en fait, on s'est aperçu à un moment, le mec était toujours, il naviguait toujours à 2-3 heures derrière moi à peu près. Et on s'apercevait qu'en fait, il dormait souvent, mais pendant qu'il dormait, il continuait à faire des tours, tu vois. Mais ça, on s'en est aperçu le 6e jour. Et donc, on a levé le paix, on a gueulé, tout ça, et moi, on m'enlevait des tours. Et donc, voilà, le temps qu'on réagisse et compagnie. D'ailleurs, quand on a réagi, c'est bizarre. Bizarrement, le mec, il est passé de 3 heures derrière moi et en moins, enfin,
à la fin de la deuxième journée, il était 24 heures derrière. Il a fini 24 heures derrière. Donc, tu vois, comme par hasard. Mais moi, on m'a fait faire des tours en plus et à vélo et à pied. Et du coup, je m'assois sur le record pour 3 heures, quoi. Donc, je pense que je l'aurais tapé, mais voilà. Et puis, il aurait été obligé de me filer 1 000 $. Alors, tu vois, il avait pas trop envie, je pense, le Mexicain. Donc, voilà. Mais donc, pour moi, je l'ai battu. Maintenant, officiellement, il n'est pas battu, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà. Tu l'as battu un peu plus tard officiellement. Ouais, puis l'important, c'était d'être champion du monde. Battre le record, ouais, c'est aléatoire. On s'en fout. C'est pas le plus important, quoi. Et comment on se qualifie? Est-ce qu'il y a une qualification au championnat du monde? C'est juste, il suffit de 10 tarés qui s'inscrivent et Alors, en fait, tu as le droit de t'inscrire, enfin, tu le droit de t'inscrire, mais il faut quand même prouver que tu as déjà fait au moins deux triples, deux doubles, enfin, un truc, voilà, si tu veux. que tu as un peu de Mais bagage. comme on est tellement peu dans le monde à faire cette discipline, je crois qu'aujourd'hui, il y a qu'une trentaine de mecs qui ont fini un DK Ironman, quoi. Tu vois? 30 mecs qui ont fini un DK. Une douzaine qu'on en fait plus de deux et on est deux à en avoir fait plus de six, quoi. Donc bon, tu vois, ça réduit le champ des personnels. Après, sur le double et les triples, il y a plus de monde. Mais sur les DK, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, tu poses ta candidature et si l'organisateur considère que tu es apte à le finir et que tout va bien, en avant Guingamp, quoi. Euh, t'es sous l'égide d'une fédé? Ouais, C'est la fédé tri ou c'est une non, fédé fédérale? ça s'appelle IUTA, c'est International Ultra Triathlon Association. En fait, c'est la fédé internationale d'ultra. J'en ai été président d'ailleurs pendant 4 ans, je crois. Euh, et en fait, ça gère toutes les courses à travers le monde qui sont dans l'ultra triathlon. On gère que l'ultra triathlon. Du coup, ça structure un petit peu les championnats d'Europe, championnats du monde, Coupe du monde, etc. Le comptage des points, etc. Et voilà, donc c'est géré par une fédé spécifique d'ultra triathlon. Parce que avant, il y avait une équipe de France d'ultra triathlon qui était gérée par la Fédération française de triathlon. Mais comme ça leur rapportait pas de thunes, parce qu'on était 7 ou 8 en France à faire ça, en fait, ils ont dit: «Ah bah non, on peut plus s'occuper de vous» et tout le bordel. Du coup, on a arrêté de prendre nos licences chez eux et puis on a adhéré à l'association, la fédé Ultra Triathlon, quoi. De toute façon, c'est toujours une question de gros sous, hein, faut pas rêver, hein, il y a 20 mecs qui font un truc, ça rapporte pas assez, du coup, ah bah non, on va pas, voilà. Surtout si en plus ils prennent pas les gels au glucides, on va Ouais. pas pouvoir avoir de sponsor, donc ça va être Mmh. compliqué. Et je suppose Donc, que pas de club d'ultra. donc voilà, mais après, ouais, ça se passait bien. La fédé était assez efficace, donc on a quelques belles épreuves, quoi. D'accord. Je suppose que tu vas pas tout seul au Mexique. Tu parlais tout à l'heure d'emmener des bénévoles et Alors, je petite pars avec mon parenthèse. père et mon toubib, qui était un médecin du sport et qui était spécialiste en diététique à l'époque, mais en diététique de l'époque, tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, on part ensemble, c'est un bon pote en plus, et voilà quoi. Et puis c'est vrai que, enfin, le truc c'est est-ce que je pars avec un kiné parce que ça peut être intéressant aussi de se faire masser, ou est-ce que je pars avec un toubib? C'était mon premier DK, si je suis blessé, machin, ouais, et puis finalement, comme c'est lui qui m'a trouvé un ou deux sponsors, en fait, en remerciement, je l'emmène avec moi, quoi. Voilà. À 3, ça allait, on arrivait à se débrouiller. Il fallait qu'il y en ait un qui soit réveillé quand moi je dormais, parce que je dormais que 2 heures, mais il fallait que quelqu'un me réveille au cas où je me réveillerais pas de moi-même, tu vois. Donc oui, ça demandait un. Voilà, et puis on s'est bien débrouillé tous les trois.
c'était cool, quoi. Comment vous travaillez cette synergie et ces ravitaillements? Vous faites ça comme un entraînement avec des mises en situation et puis on progresse, ou c'est un peu au feeling que ça se fait? Alors, c'est un peu au feeling, et puis on avait quand même établi plus ou moins un tableau de marche, tu vois, où j'étais censé manger X calories par heure, et cetera. Boire surtout parce que, bah, on est au Mexique, il fait très chaud la journée et la nuit, il fait très froid. Donc, il fallait pas se rater. Hem et après, au fil des jours, finalement, tu tiens plus vraiment le programme, quoi, parce qu'on te dit: «Bah, faut que tu manges, mais t'as pas faim», enfin bon, et après tu fais un peu à l'arrache.com, et puis ça marche bien aussi, quoi. Puis quand tu as X heures d'avance sur la suite, tu te dis: «Bon, Tu gères un peu plus, ouais. on peut gérer», ouais, ouais, ouais. Mais tu parlais de boire de l'eau, l'eau du robinet, je pense pas, ou alors tu la faisais bouillir? Alors là-bas, alors en France, je bois que de l'eau du robinet. Sauf, il y a quand j'ai fait le Tour de France et puis les 2 années qui ont suivi, j'avais un contrat avec Vittel, donc je buvais de la Vittel. Mais moi, dans mon bidon, je mets que de l'eau. Pas de produits, rien, tous ces trucs chimiques là, j'en prends pas. De temps en temps, je mets un peu de sirop de menthe ou un peu de sirop de citron, ou tu vois, pour donner un goût, parce que, Juste pour le goût, ouais. voilà. Et puis on sait une molécule d'eau est pas toujours, assimilée par l'organisme, alors que si tu mets un petit peu de sucre, ne serait-ce que, enfin vraiment rien, quoi, ça aide la molécule à s'accrocher. Donc voilà. Mais je vais dire, par exemple, sur 10 litres d'eau sur 10 litres d'eau ou plus que je vais boire dans la journée, j'aurai seulement 2 bidons dans lesquels il y aura un fond de sucre, quoi. Donc ouais, j'ai l'habitude de tourner à l'eau, quoi, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et du coup, au Mexique, l'eau du robinet, non, t'avais ton stock. Eau en bouteille. Ouais, T'avais- ouais, ouais, eau en bouteille. D'ailleurs, c'était fourni par l'organisateur, on en avait autant qu'on voulait. Donc D'accord. ouais, ça allait, ouais. Ouais, vaut mieux, parce que Qu'est-ce que ça si tu représente bois de l'eau du robinet, c'est bon, 2e jour, rideau, en boire. Bonne année. Et le lendemain de la course, comment t'es physiquement? Ah bah, Et déchiré. voilà. Ah, complètement déchiré, j'arrivais même plus à marcher parce que, en fait, le déséquilibre de la route, à 420 bornes, à pied quand même. Donc imagine, pendant 3 jours et demi à courir, bah, à la fin, enfin, tu en travers, quoi, les chevilles gonflées, les genoux gonflés, enfin, tu gonflé de partout. Et puis tu as surtout, psychologiquement, tu t'es préparé à dormir peu pendant la course. Mais dès que la course est terminée, ah bah, tu t'endors partout. Tu es là, tu es assis, tu parles avec quelqu'un, et alors là, tu t'endors comme ça, quoi, en fait. Et ça a duré, il m'a fallu au moins 10 jours avant d'être capable de rester éveillé, facile, quoi. Tu vois, dans l'avion, j'ai dormi, dans le train pour revenir à la maison, j'ai dormi. Enfin bon, j'étais déchiré, quoi. Et alors peut-être pas avant parce que c'était pas trop à la mode, mais maintenant que c'est un peu plus poussé, est-ce que tu as des méthodes pour récupérer peut-être un peu plus facilement? Ou Alors étonnamment, je pense que c'est dû à la diététique. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la bonne carburation au niveau diététique, et je récupère super bien, quoi. J'ai vu des fois, tu vois, faire un triple, et le lendemain être capable de retourner à l'entraînement, aucune douleur, rien du tout, quoi. Donc je pense que c'est la diététique, le sommeil, ouais, enfin voilà. Après, et puis ton corps, il s'habitue, quoi. oui, puis de toute façon, c'est aussi à ça que c'est l'entraînement. Mais dès qu'on est confronté à une épreuve, le corps, il se rappelle qu'il doit mettre un peu plus de réserves disponibles pour Voilà, la ouais, ouais, prochaine. Et ouais. donc c'est sûr que ça pousse. Tu mets combien de temps à être complètement, entre guillemets, rétabli ton titre de champion du monde de DK? J'ai mis, ouais, facilement 3 semaines, ouais. 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 Et après, j'ai été obligé de reprendre parce qu'en fait, il y avait une télé, bah, ça devait être M6, ou voilà, qui voulait faire un reportage. Donc en fait, j'ai été obligé de renager, repédaler, recourir pour, voilà, les médias, on n'en a pas beaucoup. Donc quand ils te sollicitent, tu dis pas non en général. Donc
Donc voilà, donc j'ai repris à peu près au bout de 3 semaines et puis finalement ça allait, j'avais pas vraiment de douleur. Et puis bon, quand tu as un maillot de champion du monde sur le dos, tu es quand même un peu fier, quoi. Donc ça te redonne une motivation à retourner à l'entraînement, quoi. J'avais un t-shirt champion de Meuse, j'étais tellement content, alors je me doute que champion du monde, ça doit faire quelque chose. Et ouais, surtout que pour la petite histoire, euh, et c'est l'anecdote sympa. En fait, en 1991, je crois, donc quand je fais mes 6 Ironman, j'ai la chance de rencontrer Greg LeMond, qui à l'époque était champion du monde de cyclisme. De cyclisme. Et parce que le service course de l'équipe Z, c'était l'équipe Z, était à 1 kilomètre de chez moi. Donc les mécanos, c'était mes potes, je leur amenais mon vélo, ils me le préparaient, tout ça. Et j'ai la chance de rencontrer Greg et, euh, et il m'offre sa combinaison de champion du monde. Et il me dit, eh gars, tu verras, un jour peut-être tu porteras ça. Et putain, quand je suis parti au Mexique, j'ai emmené la combine dans ma valise. Je l'ai, je l'ai accrochée au-dessus de mon lit. Et en fait, quand j'allais dormir 2 heures, à chaque fois, j'avais vue sur la combarde, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai gagné, je peux te dire que sur le podium, j'y suis monté avec avec la combarde de Greg LeMond. Et je l'ai revu plusieurs années après et j'y ai raconté. Enfin, voilà, on en a reparlé et il m'a dit, tu vois, je t'avais dit. Et bah ouais, tu m'étonnes, hein. Donc, tu vois, comme quoi, faut s'accrocher, quoi. Et mentalement, parce que je suppose que mentalement, c'est très usant ce genre d'aventure. Ouais, bah alors ça, c'est un peu mon point fort. Je te le disais en début d'interview. Euh, Quand je prends le départ d'un truc, j'ai pas de doute. Ah, tu vois, alors Ouais. si c'est une compète où il y a plusieurs mecs, je te dis pas, je sais que je vais gagner. Non, je sais que je vais finir. Donc mentalement, c'est vraiment mon point fort. Et tu peux me casser les 2 jambes si je te dis que j'irai au bout, je finirai en rampant. Mais voilà, c'est déjà arrivé, hein, sur des compètes où je me suis pété un genou ou un truc et où j'ai terminé quand même, quoi. Voilà, parce que la tête, c'est le plus important. On a beau dire ce qu'on veut, la préparation, l'alimentation, le sommeil, tatati, tatata. Moi, je dis que 70%, c'est la tête, quoi. Et c'est ce que j'aime bien dans les sports d'endurance, c'est pour ça que ça me passionne, c'est que tu fais, je pense, jusqu'au marathon, c'est le physique qui est le plus important. Mais il y a un moment où il y a un déclic, où c'est Mm. le mental qui prend le dessus, et Oui, oui, oui. Ouais. c'est ça qui est passionnant, quoi. Mais même sur marathon, hein. Moi, j'ai préparé, j'entraîne dans un club d'athlètes, tout ça, enfin, plus en ce moment, mais j'ai préparé des gens pour le marathon. Euh, je peux te dire que le travail psychologique, pour certains, a été hyper important, Ah quoi. oui. Donc, ça reste, ouais, ça reste. Bah, quand tu fais un marathon en 4 heures, 4 heures et demie, c'est de la grande endurance, on va dire, hein. C'est vrai que pour des novices, c'est sûr que quand on le court en 2 heures et demie ou 3 heures, ça va plus vite, quoi. Mais au-dessus, bah ouais, il faut avoir une sacrée motivation, quoi. Et la motivation, c'est le psycho, c'est la tête, quoi. Est-ce que, à un moment, tu t'es dit dans tes différentes aventures, bah là, c'est la dernière, j'arrête, même si après, tu t'es dit que tu allais le refaire, mais où tu t'es dit, c'est bon. Alors, je dis ça à chaque fois, en fait. À chaque fois, je dis, bon, allez, c'est le dernier, je vais faire ça parce que voilà, et après, j'arrête, c'est fini. Et puis, en fait, j'ai à peine fini le truc, 48 heures après, je dis, bon, je vais faire quoi le prochain coup? Tu vois, voilà. Et Ouais, c'est ce que je déjà, disais tout à l'heure. ouais, parce que quand t'es passionné, euh, ouais, t'en as besoin, quoi. Euh, Tu vois, j'ai je vais chez la psy pour un syndrome post-traumatique de quand j'étais jeune au Liban. Et, et elle me dit, mais il faudrait arrêter le sport, monsieur Piche. Mais j'ai dit, eh, vous rigolez ou pas? Enfin, arrêter le sport. Vous êtes folle. Enfin, en gros, c'est pas possible. Oui, mais peut-être qu'il est temps d'arrêter, mais il sera temps quand j'avancerai plus. Enfin, je veux dire, tant que je gagne, je joue, disait Coluche. Et quelque part, moi, je me sens pas déglingué, quoi. Enfin, déglingué physiquement, des fois, si, un petit peu, mais je sens que j'en ai encore sous le pied et pourquoi je m'arrêterais, quoi. Tu vois? Alors même si je me donne moi ouais, je me dis bon allez après ce défi-là j'arrête c'est fini et puis finalement tu as toujours une nouvelle idée. Bon là si je réussis le prochain je vois pas
je sais pas ce que je pourrais faire de pire, sachant que, comme je te disais au début, je fais toujours plus que la fois d'avant parce que ça a pas d'intérêt de faire moins. Mais là, si je réussis le prochain, je vois pas ce que je pourrais faire de plus, quoi. Mais bon. Parce que justement, moi, tu m'en as déjà parlé quand on a préparé un peu cette entrevue. Est-ce que tu peux en parler de ton prochain Oui, oui, je peux ou en c'est parler, juste bien un petit sûr. teaser? Ça fait 2 ans que je bosse dessus pratiquement parce que alors c'est pas la partie physique qui est compliquée, c'est la partie organisationnelle. Euh, L'idée, c'est pour que ça ait un intérêt au-delà du sport, euh, c'est de coupler le prochain défi que je vais t'expliquer après avec de la recherche médicale, par exemple. Tu vois, donc on en Ouais. parlait, alimentation, récupération, hydratation, sommeil, enfin, etc., etc. Et j'ai dit, moi, je veux bien servir de cobaye s'il faut faire une prise de sang tous les jours, tous les 2 jours, etc., pour montrer qu'on peut aussi faire sans dopage, enfin, etc. Enfin, tu vois, voilà, tout ce qui, tout ce qui pourrait éventuellement faire avancer et profiter à d'autres après, quoi. Oui, rendre le défi utile. Voilà. Donc ça, affronter sur chaque Ironman un mec frais, alors pas pour dire je vais le battre. Et quand bien même, lui, il viendrait, il dirait ah, je l'ai battu, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Au pire, t'arrives, t'es tout frais, j'en ai fait 60, bon, t'as gagné quoi Oui, d'avoir ça peut. battu un vieux de 60 balais, quoi, en plus, tu vois. Mais bon, c'est plus pour le côté, comment dirais-je, euh, Bah, émulation aussi, peut-être, de ça ouais, tous. émulation, amitié, Aventure rencontre, humaine. partage, enfin, etc., tu vois. Voilà. Donc ça. Et la cerise sur le gâteau, et c'est là que c'est le plus compliqué à mettre en place, que ce soit un petit peu sous forme de télé-réalité. Le sport commence à rentrer un peu dans la télé-réalité, et je trouve que ça peut être intéressant de voir de l'intérieur comment on peut vivre un tel truc. Donc, enfermer 100 jours dans un endroit, euh, et durant ces 100 jours, essayer de faire entre 120 et 150 Ironman. C'est-à-dire un Ironman, 8 heures de repos, un Ironman, 8 heures de repos, un Ironman, 8 heures de repos, etc., etc. Alors, euh, natation, piscine, euh, vélo sur home trainer et course à pied sur tapis ou en extérieur. C'est plus facile. Alors, en fait, tout ça, c'est pas pour dire je veux faire un truc plus facile. Parce qu'il y a des gens qui te disent ah bah ouais, mais il fait sur home trainer, c'est plus facile. Je suis pas Ouais, sûr. fais-le et après tu l'ouvriras. Déjà, tu vois. Mais bon, là, justement, je vais leur donner la possibilité de venir, entre guillemets, m'affronter, venir pédaler avec moi, courir, nager avec moi. Quand ils en auront fait un, ils pourront toujours l'ouvrir. Après, tu vois, c'est tellement facile que on verra. Tu vois. Donc l'idée, c'est un peu ça. Donc j'en ai parlé par exemple, à Cyril Hanouna, qui est un pote. Il me dit, ouais, ça m'intéresse. Voilà. Mais après, c'est compliqué à mettre en place parce que les gens, bah, tu peux pas les solliciter, les faire chier tous les jours, etc. Donc il faut trouver une boîte de prod qui ait envie de se lancer là-dedans et une chaîne pour diffuser, mais après, ça pourrait très bien être diffusé sur une chaîne YouTube ou je ne sais quoi, tu vois. Et je pense que ça pourrait être super sympa. Donc voilà, donc je bosse Ah, là-dessus carrément, ouais. euh, et j'attends le feu vert pour pouvoir me lancer, quoi. Et est-ce que tu commences à réfléchir à ta planification d'entraînement pour cette occasion-là? Ou, vu ton expérience, c'est Ouais, je un pense peu que plus important? voilà, l'expérience fait que, enfin, j'ai aucun doute. À part la blessure, je vois pas ce qui pourra m'arrêter. Euh, et encore, même la blessure m'arrêtera pas. Non, après, c'est ouais, la planification de l'entraînement. Alors, j'ai repris là janvier, puisque suite à ma blessure, je nage et je pédale. Je cours pas encore à pied parce que je suis pas encore au poids. Et quand t'es pas au poids, bah,
tu mets Il y a du plus de friction, plus. ouais Ça- sur les articulations, c'est pas très bon. Donc c'est pas la peine de leur mettre des contraintes supplémentaires. Donc j'attends d'être affûté. J'ai perdu 10 kilos déjà là, et voilà, parce que 8 mois sans rien faire, t'imagines que quand tu grilles 7000 calories par jour et que tu fais plus rien, que tu bouffes 3000 calories, bah voilà. J'ai fait une mission pour les Jeux Olympiques avec l'armée. Dans les frigos, il y avait des sneakers, des Mars, des machins, des conneries. Bah, moi, je mange jamais de sucre, mais bah là, je bouffais que des merdes. Donc, inutile de te dire que j'ai pris, voilà. Et, et c'est un cercle vicieux. Après, tu manges, tu prends du poids, tu te regardes dans la glace, tu te dégoûtes, tu peux pas t'entraîner, ça t'énerve, tu rebouffes. Enfin bon, voilà. Donc, Mais t'as mis le doigt dans l'engrenage. ouais, t'es un peu C'est pas dépressif. bon. Enfin, quelque part, t'es un peu dépressif. Le sportif de haut niveau est souvent dépressif, hein, quand il peut pas ouais, faire ce qu'il a l'habitude de faire, bah, Faire ça ce me rend qu'il malade, quoi, voilà. Ah, c'est sûr. Moi, j'aime ça. Des fois, on me dit: «Ah mais pourquoi tu fais ça?» Bah, parce que je me défonce et j'adore ça, quoi. Enfin, c'est ça ce que la psy disait: «Mais vous aimez vous faire du mal, mais ce que vous considérez comme se faire du mal, moi, je considère ça comme me faire du bien». Enfin, tu vois? Voilà, les gens ont du mal à comprendre que au bout d'un moment, tu fabriques des endorphines et tu au septième ciel, quoi. Enfin, tu vois? Oui, oui. Et puis, alors, ça reste à mon échelle, hein, mais les quelques jours après l'objectif et avant de trouver le prochain, on est à la Là, tu en fois déprime. vidé moi, pas trop. Ah J'essaie ouais? d'être vidé physiquement, mais d'être quand même content du chemin parcouru et Oui, oui, oui. Ah bah ouais, oui, c'est sûr. Oui, puis les endorphines font encore effet, en fait, ouais. ouais. Mais c'est Mais il y a après deux où trois tu es un jours où peu tu dans le flottes. creux, et puis c'est compliqué parce que, heu, tu fais un défi, par exemple, j'en sais rien, qui dure 10 jours ou une compète qui dure 10 jours. Pendant ces 10 jours, tu as du monde autour de toi, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus grand, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça, voilà. Pour les autres, Ah bah oui. bah, tu pas normal, enfin voilà, donc tu es un peu le centre du monde et le jour où tout s'arrête, bah, tu rentres chez toi, tu es tout seul et puis là, bah, merde, tu plus le centre de rien du tout, en fait et quelque part, il y a alors c'est pas de la déprime, mais voilà, c'est Ah, il y ouais, a un tu contre-coup pas bien, excitant. quoi, voilà et et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer, mais bon, ça, ouais, comme tu dis, ça dure 2 3 jours et après, tu es au fond de la piscine, hop, tu mets un coup de pied, tu remontes à la surface et c'est reparti. Tu parlais de ta psy qui disait, d'arrêter, ton entourage, famille, amis, collègues, comment ils ont vécu la première fois où tu leur as dit: «Tiens, je vais me lancer dans cette aventure»? Alors la toute première fois, en fait, quand je me suis attaqué à ce record du monde là, des 30 heures, heu, j'en avais pas alors, il y a les gens qui disent, «Ah mais tu es fou, c'est trop dur, tu vas pas y arriver», enfin voilà et cetera et ce qui m'avait le plus choqué, j'en parle souvent, j'avais dit à ma mère: «Ah tiens, maman, je vais faire ça, ça et ça». Elle m'avait dit: «Mais tu vas pas y arriver, tu es nulle en course à pied». Si tu veux, moi dans le triathlon, où je suis le moins fort, c'est la course à pied effectivement. Mais à côté de ça, j'ai couru un marathon en moins de 3 heures, donc je suis pas si nul que ça, tu vois? Oui, Mais non, ça pour va. elle, bah, comme c'est là que j'étais le moins fort, bah, j'ai dit: «C'est bien, tu vois, tu viens de me donner une motivation supplémentaire pour réussir». Mais enfin, tu vois, les gens, alors, c'est plus aujourd'hui, les gens, alors tu as les gens qui disent: «Oh bah, ouais, Pascal bah, oui, je m'inquiète pas, il va y arriver» et puis ceux qui disent: «Ah mais tu fou» parce qu'ils te connaissent pas et voilà et j'en parlais l'autre fois à mon ostéo, quand j'y ai annoncé, ma copine, elle lui dit: «Mais et alors, t'en penses quoi? Tu penses qu'il peut réussir?» Il dit: «Ah bah, j'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse Ça, il va réussir, le faire, ouais. sauf que sauf qu'il faut quand même qu'il fasse un peu gaffe à sa santé, quoi». Enfin, tu vois, les genoux, tout ça, mais bon, et je vais pas enfin, je me vois pas finir, si demain je fais plus de sport, je vais faire quoi, tu vois? Donc j'ai besoin moi de performer et de me défoncer, ouais, c'est ça le truc, Ouais. Donc ton prochain défi, alterner, Ironman, 8 heures de repos, sur 100 jours. ouais. Heu, j'ai perdu ma question en le disant. Enfin, je suis sûr qu'elle était bien en plus, hein, mais j'ai perdu ma question. Heu, du coup, tu as trouvé les 150 personnes, ou pas Alors encore? pas Tu es encore en encore phase de parce recherche? qu'en fait, tant qu'on n'a pas la date, je veux pas Compliqué, ouais. mettre en route trop, tu vois?
Parce que il y a tellement de gens qui sont de mauvaises, qui sont mal intentionnés. Ils vont dire: «Oh bah, tu vois, il annonce un truc, mais il le fait pas finalement, mais si tu le fais pas, c'est pas que tu es pas capable de le faire. C'est juste que c'est compliqué à organiser», tu vois? Donc j'attends que la partie organisation soit carrée et quand c'est carré, après, ouais, j'enclenche. Je pense que 150 mecs, on va les trouver. Enfin, je m'inquiète pas, tu vois? Ouais. J'ai un pote qui est coach, qui entraîne beaucoup de triathlètes et tout ça et il m'a dit: «Oui, moi, je serais même prêt à faire un partenariat avec toi parce que voilà, je peux t'amener des mecs, qui viendront t'affronter, enfin affronter entre guillemets, hein, on le redit, ou des VIP ou des équipes, tu vois? Un nageur, un coureur, un cycliste, le truc, c'est qu'il faut que ce soit fun, il faut que ce soit sympa, il faut pas que les gens, ils viennent là avec, avec une mauvaise mentalité, quoi. Le truc, c'est voilà, celui qui va se regarder le nombril, enfin, ça va pas être très intéressant, tu vois? De faire, Bah oui, carrément. 9 heures à côté d'un mec qui se la raconte, moi, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, enfin, des tu sais, des fois, les gens, ils me disent: «Ah mais toi, tu es humble, tu parles pas trop, de ce que tu fais». Ouais, mais heu, tu vois, je sors avec des gens de mon âge, depuis quelques années et personne savait ce que je faisais, tu vois? C'était Pascal: «Ah tiens Pascal, machin, on se fait une sortie, tata». Et un jour, il y en a un qui m'a dit: «Mais je t'ai vu à la télé, machin» et en fait, les gens ont fini par savoir comme ça, mais personne savait et ça m'allait très bien. Parce que je vais pas D'accord. arriver: «Eh salut, c'est moi, machin», rien à cirer. Ce que je fais, c'est pour moi. Enfin, voilà. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin, tu le disais tout à l'heure, on a besoin de sponsors, on a besoin de vues, on a besoin de visibilité et cetera. Mais c'est sûr que si tu parles pas de toi, bah, ça va être compliqué d'avoir des vues et de la visibilité. Mais bon, enfin, tu peux pas te changer, quoi. Oui, quand tu, pars en soirée avec tes amis, tu mets pas la combinaison de Bah, règlement, ouais, ouais, rien à tu foutre, la quoi. laisses au placard, quoi. Voilà, donc Bah, voilà, si à un moment il te manque une personne sur les 150, hésite pas, on fera un épisode de podcast sur les ah derniers ouais, mais avec utilisés plaisir, ouais, avec plaisir. et Et si les gens ont, voilà, si les gens qui écoutent le podcast ont envie de participer et qu'ils hésitent pas à nous envoyer un message et on mettra leur nom de côté. J'ai déjà quelques noms, hein, des gens qui ont dit: «OK, dès que ça part, nous, on est là», quoi, donc j'ai déjà potentiellement 50 mecs qui sont prêts à venir m'affronter, tu vois? Donc on va vite faire le tour, mais ouais, tu en ouais, as le un de fait, plus officiellement et puis, même si, je suis pas sur le vélo, avec plaisir de venir te soutenir et venir voir ce que ça donne. Voilà pour cette première partie de mon échange avec Pascal. Franchement, j'espère que tu l'as écouté jusqu'au bout parce que c'est le genre d'histoire qui peut complètement changer ton rapport à l'entraînement et même à toi-même. Si ça t'a parlé, si ça t'a motivé, pense à partager l'épisode autour de toi. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et la semaine prochaine, on attaque la deuxième partie. On ira plus loin encore dans l'ultra, dans la récup, dans la gestion du sommeil. Et Pascal va nous raconter quelques galères mémorables et comment il s'en est sorti. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien et à très vite dans un nouvel épisode de Swim Smart Tri Hard.